nous avons souhaité, l'ARS et la mutualité, proposer aujourd'hui ce webinaire sur la réglementation qualité d'air intérieur et radon. Voilà, quels sont les changements euh, pour les établissements recevant du public. Obligatoire depuis 2018, la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements qui accueillent du public s'est vue renforcée. En effet, depuis janvier 2023, de nouvelles dispositions plus protectrices de la santé sont à prendre en compte et un calendrier progressif de mise en place est à déployer par les gestionnaires de RP. Gaëlle, je continue l'introduction. C'est un enjeu majeur pour la santé des occupants, notamment des jeunes enfants, d'autant plus que notre région est concernée par un polluant qui est le radon. On y reviendra du coup. Quels sont les enjeux de cette surveillance renforcée? Comment, en tant que gestionnaire d'établissement recevant des jeunes enfants, on s'y prépare? Voilà, on espère que ce webinaire vous donnera des clés pour mieux appréhender la réglementation, les outils et puis son application concrète. Donc, du coup, en intervenant, donc il y a, c'est pas poli de commencer par soi, mais vu que j'ai pris la parole depuis tout à l'heure sans me présenter, Laetitia Vental de l'Agence régionale de santé. Je suis basée à Angers et je travaille particulièrement sur l'habitat et les espaces clos. Et nous avons Ambre Marchand-Moury, Bonjour. qui, voilà, qui est chargée d'études sur la qualité des environnements intérieurs au CEREMA, le Centre d'études d'expertise sur les risques, la mobilité et l'aménagement. Gaëlle, avec le micro, tu reprends la main. Le micro est fermé là. Oui, merci beaucoup. Infiniment merci Laetitia d'avoir assuré et je vous prie de m'excuser pour ce retard lié à des problèmes techniques. Donc, je ne vais pas être plus longue puisque Laetitia a posé le cadre. Je ne sais pas, Laetitia, si tu as pu indiquer que sur le dernier volet qui est le retour d'expérience d'établissement, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire votre retour d'expérience et on s'appuiera sur sur deux témoignages. Sur le témoignage de Monsieur Francisco qui est responsable technique à Pornic Agglomération, plutôt sur le premier volet qui est celui de la surveillance annuelle des ouvrants et de la VNC, et celui de Madame Leballet, qui est responsable du pôle enfance à la ville de Mayenne, sur des pratiques favorables à la qualité de l'air et aux bâtiments santé. Mais l'idée, c'est vraiment de vous ouvrir à vous, participants, le retour d'expérience. Et pour cela, vous pourrez lever la main et je vous ouvrirai le micro pour que vous puissiez témoigner tout le long du webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et on fera remonter vos questions. Donc, sans plus tarder, eh bien, je passe la parole à Madame Marchand-Moury du CEREMA, qui a donc proposé aussi beaucoup d'outils d'accompagnement autour de cette nouvelle réglementation. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Très bien. Ok. Alors, je vais essayer de mettre en diaporama, ce serait mieux. Hop. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne Marchand-Moury du CEREMA et donc, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la réglementation qui concerne la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. Donc, vous le savez, il y a un dispositif qui existait précédemment, qui date de 2013, mais qui était en application depuis 2018, qui obligeait déjà les propriétaires ou à défaut l'exploitant de certains ERP, qu'ils soient publics ou privés, ce n'était pas tellement la question, dans tous les cas, ils étaient concernés. Ils doivent réaliser à leurs frais une surveillance de la qualité de l'air intérieur. Pour balayer rapidement ce qui était obligatoire jusqu'à ce début d'année, il fallait une première étape où on évalue les moyens d'aération et de ventilation, et ensuite une seconde étape où on avait le choix, soit de faire une campagne de mesure, soit de faire un plan d'action. Pour mémoire, la campagne de mesure, elle devait être renouvelée tous les 7 ans, et on regardait 4 polluants, le benzène, le formaldéhyde, le CO2, qui n'est pas exactement un polluant, on va faire comme si c'en était un, et puis le perchloroéthylène, qui s'appelle aussi tétrachloroéthylène, ça reste la même molécule. Et pour mémoire également, il y avait des valeurs limites réglementaires qui engendraient un certain nombre d'actions à mettre en œuvre, qui sont différentes des valeurs guides de l'air intérieur.
Les valeurs guides, on y reviendra plus tard, sont des valeurs sanitaires, tandis que les valeurs limites réglementaires sont des valeurs d'action. Mais on peut être en dessous de la valeur limite réglementaire et au-dessus de la valeur guide, auquel cas il y a quand même un impact sur la santé. Ça, c'était la première option. La seconde, c'était le plan d'action. Le plan d'action, on devait le faire globalement tous les ans, mais c'était soumis à l'interprétation dans la manière dont c'était écrit. Globalement, l'idée, c'était de le faire tous les ans, mais on pouvait comprendre autrement. Elle reposait systématiquement ce plan d'action sur une évaluation, et l'évaluation en question pouvait être faite par des grilles qu'on retrouvait dans le guide de l'INERIS. Quand vous voyez le diapo avec, en bleu et surligné, c'est que le lien est cliquable. Donc, le guide de l'INERIS, on peut toujours le trouver sur Internet. Si vous cliquez sur le lien quand vous aurez le diaporama, vous retomberez dessus. Et puis, il y avait une obligation déjà d'informer les personnes qui fréquentent l'établissement des conclusions de la première étape, de l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation, et du fait qu'on a fait une seconde étape, soit en donnant les résultats des mesures quand on a fait une campagne de mesures, soit en mettant un poster qui précise qu'on travaille sur un plan d'action pour améliorer la qualité de l'air. Alors, il y avait des intérêts, mais il y avait aussi des limites sur chacune de ces deux modalités. Les campagnes de mesure, ce qui était bien, c'est que ça nous permettait d'avoir des données objectives, un peu comme une photo à un instant T, qui nous permet de savoir si oui ou non il y a des problèmes de pollution avec les polluants indiqués dans les pièces dans lesquelles on a fait les mesures. En revanche, en termes de périodicité, 7 ans, c'était arbitraire. Ça ne correspond pas forcément à quelque chose de concret dans la vie du bâtiment. Je vous donne un exemple. Vous pouvez faire vos mesures et puis l'année d'après, vous changez toutes vos fenêtres, vous changez votre système de ventilation. Concrètement, ça va avoir un impact sur l'air intérieur. Il va être forcément différent. Mais vous n'aviez pas d'obligation de refaire de mesures avant les 6 ans suivants pour arriver à l'échéance de 7 ans par rapport à la première fois où vous aviez fait vos mesures. Or, on est bien d'accord que du coup, pendant les 6 ans qui vont s'écouler ensuite, l'air que vont respirer les occupants ne sera pas du tout, n'est pas représentatif de ce qui a été mesuré avant les travaux. Et puis, concrètement, je vous ai dit qu'il y avait une différence entre les valeurs réglementaires et les valeurs guides. Et en général, quand la valeur réglementaire n'était pas dépassée, les établissements se disaient que tout allait bien et ne faisaient pas forcément d'action pour améliorer la qualité de l'air. Sauf qu'en vrai, si on dépassait la valeur guide, il y avait quand même un risque pour la santé et ça aurait été bien de faire quelque chose pour essayer de l'améliorer. Donc ça, c'était pour la campagne de mesure. Pour le plan d'action, l'avantage, c'est que ça rendait vraiment acteur parce qu'en fait, il y a plusieurs types de personnel qui étaient obligés de remplir ces grilles, de discuter entre eux et de réfléchir à leurs actions qui ont un impact sur la qualité de l'air. Donc, on rentre vraiment dans une démarche d'amélioration continue et ça, ça permet de s'améliorer au fur et à mesure et de globalement diminuer l'exposition des occupants. Par contre, effectivement, pour objectiver une situation à risque, c'était compliqué et souvent ceux qui menaient des plans d'action se retrouvaient à faire des mesures quand même pour savoir quand ils avaient identifié des facteurs de risque, si oui ou non l'air était pollué et s'il y avait besoin d'aller plus loin. De la même manière, quand ils identifiaient un endroit avec un risque potentiel, ils mettaient en place des actions, mais il n'y a rien qui leur permettait d'objectiver si leurs actions avaient oui ou non eu un effet et amélioré ou pas l'air intérieur. Donc, souvent, ceux qui mettaient en place des plans d'action avaient quand même besoin de faire des mesures et ceux qui faisaient des campagnes de mesures pour améliorer la qualité de l'air auraient eu besoin de mener en plus des plans d'action. Par-dessus ça, il y a eu la crise Covid qui est arrivée. On a fait un lien, on a identifié vraiment le lien entre le confinement des bâtiments et la transmission du Covid. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'on a repéré à ce moment-là qu'on se contaminait beaucoup plus dans les bâtiments qu'à l'extérieur. Et c'était particulièrement ressorti dans les journaux sur tout ce qui concerne les établissements d'accueil des enfants. Je pense beaucoup scolaires, mais j'imagine que c'est la même chose pour les jeunes enfants. Et donc, à ce moment-là, est ressorti l'intérêt d'avoir des capteurs de CO2. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de campagnes du ministère pour financer des capteurs pour que les établissements puissent s'équiper. Au-delà de cet aspect vraiment conjoncturel, depuis 2013, les connaissances ont quand même avancé également. On a des connaissances techniques sur quelles sont les sources de pollution, quelles sont les sources qui vont dégrader la qualité de l'air intérieur. La valeur guide de l'air intérieur pour le formaldéhyde a également été revue par l'ANSES. Et puis, le perchloroéthylène a été interdit en 2022. Avec tout ça, il était intéressant de remettre à jour la réglementation pour prendre en compte toutes ces évolutions. Donc, l'évolution réglementaire, elle a été annoncée dans le Plan national santé-environnement 4. Et là, le dessin est cliquable. Donc, si vous voulez, quand vous aurez le diaporama, pareil, si vous cliquez sur les images, ça vous renvoie sur le plan d'action. Donc là, dans ce plan d'action, on décrit les grandes étapes de la réglementation et les grandes orientations des changements. Typiquement, le fait qu'il va être obligatoire maintenant de faire à la fois un autodiagnostic
et à la fois des mesures, mais pas n'importe quand. Les mesures, c'est lors d'étapes clés. On va y revenir très largement après pour définir ce que sont ces étapes clés. Et puis, il était également précisé qu'il y aurait un guide pour faciliter la prise en charge de la réglementation. Et du coup, ce guide, vous avez le lien qui est également cliquable, c'est le guide du CEREMA. Il y a un guide spécifique du CSTB sur la partie confinement de l'air et toutes les autres étapes, on les retrouve dans le guide du CEREMA. Je ne peux plus tourner mes diapos. Voilà. Donc, le nouveau dispositif, il s'appuie sur différents textes. Il y a un décret qui a été modifié en Conseil d'État qui vous donne les grandes orientations générales. Vous le retrouvez son numéro là-haut. Et puis après, il y a 3 arrêtés, 2 du ministère de l'Environnement et 1 du ministère de la Santé. Concrètement, ce qu'on va retrouver dedans, ce sont des choses qui existaient déjà. Il y avait déjà l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Il y avait déjà les campagnes de mesure. Il y avait déjà le plan d'action qui dépendait de l'autodiagnostic. Donc, ces 4 étapes, on les retrouve. Mais avant, vous vous souvenez, tout n'était pas obligatoire. Ce qui se rajoute maintenant, qui n'existait pas avant, c'est la mesure de CO2 à lecture directe. On y reviendra par la suite. Ce qui va se modifier également, ce sont les fréquences. Donc, l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation et la mesure de CO2 à lecture directe sont systématiques et obligatoires à remettre à jour tous les ans. L'autodiagnostic est également systématique et obligatoire, mais lui, c'est tous les 4 ans. Si vous voulez le faire plus souvent, évidemment, personne ne vous en empêchera. Le minimum, c'est tous les 4 ans. Les campagnes de mesure deviennent obligatoires, mais seulement lorsqu'on franchit une étape clé. Et on va revenir largement après sur ce que sont les étapes clés. Les polluants, ce sont les mêmes, sauf le perchloroéthylène, puisqu'il n'est plus censé être utilisé. Et sur la base de tous ces éléments, qui nous donnent en fait des éléments de diagnostic, on va pouvoir mettre en place un plan d'action et l'élaborer par rapport aux priorités qu'on aura objectivées sur la base de tous ces diagnostics. Alors maintenant, si je reprends les étapes une par une en rentrant un petit peu plus dans le détail. On va commencer par l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Donc, tous les ans. Là, concrètement, ça ressemble beaucoup à ce qu'il existait précédemment. Il n'y a pas de gros changements, donc je ne vais pas y passer forcément très, très longtemps. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, d'abord, un petit point de vocabulaire. Dans la réglementation, très souvent, aération et ventilation sont 2 termes confondus. Là, on va les distinguer parce que ce n'est pas la même chose. Aérer, c'est le fait d'ouvrir les portes et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. J'insiste sur l'extérieur. Quand on ouvre une porte d'une salle pour donner sur un couloir, ça n'est pas de l'aération. C'est éventuellement de la dilution de ces polluants chez le voisin, mais ça n'est pas de l'aération. La ventilation, pour son compte, c'est un système qui est intégré au bâtiment. Ça peut être passif ou actif, c'est-à-dire avec un moteur ou sans moteur, mais en tout cas, c'est un système. Il ne dépend pas d'une action mécanique de l'occupant. Dans la réglementation, il va y avoir des critères à vérifier sur les 2 aspects. Sur l'aération, on va vérifier que les ouvrants sont accessibles et manœuvrables. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre d'établissements, souvent un petit peu anciens, par exemple, les fenêtres ont pu être repeintes maintes et maintes fois, et au point qu'elles collent et qu'on n'arrive plus à les ouvrir. Ou alors, les ouvrants peuvent avoir des poignées qui sont beaucoup trop hautes qu'on ne peut pas atteindre. Ou encore, on peut avoir des stockages devant des armoires avec des livres ou des bibelots, je ne sais quoi d'autre, qui empêchent concrètement d'ouvrir la fenêtre. Donc là, les critères à vérifier, c'est pour s'assurer que quand il y a des ouvrants, on est en capacité, l'occupant qui est à l'intérieur est en capacité d'ouvrir la fenêtre réellement. Pourquoi? Parce que le but, c'est que l'occupant puisse, quand il a besoin, renouveler son air intérieur rapidement. Tout l'intérêt de l'aération, c'est que c'est une grande ouverture, donc concrètement, ça renouvelle l'air assez rapidement. En complément, il y a la question de la ventilation. Là, on va nous demander un examen visuel des dispositifs de ventilation et le constat de leur fonctionnement, ainsi que la circulation de l'air adéquate. Ce qui est en bleu clair dans mon tableau, c'est ce qui a changé. Donc, on demandait déjà un examen visuel de la ventilation. Par contre, on n'obligeait pas forcément à regarder le fonctionnement et encore moins le sens de circulation de l'air. L'idée là derrière, c'est de s'assurer que quand on a un système de ventilation, il fonctionne tout simplement. Donc, on ne vous demande rien de technique, on ne demande pas d'aller voir la centrale de traitement d'air, on ne demande pas de faire des mesures de débit, ça n'est pas obligatoire. C'est intéressant de le faire, mais ça n'est pas une obligation. En revanche, vérifier que lorsqu'on a une bouche, l'air circule à travers, avec un test simple comme une feuille de papier devant, est-ce qu'elle bouge ou est-ce qu'elle ne bouge pas. Ça, c'est obligatoire. Et l'intérêt de la ventilation par rapport à l'aération, c'est de renouveler l'air en continu. Autant l'aération, quand la fenêtre est fermée, l'air ne circule pas. Autant la ventilation, le principe, c'est qu'elle fonctionne en continu. Se rajoute la question du CO2, qui n'était pas présente à cette étape-là précédemment. Là, pour le coup, c'est directement le retour de la crise Covid.
Donc, on a rajouté une mesure à lecture directe, c'est-à-dire qu'on on va avoir des capteurs. Alors, par exemple, ce type de capteur, là, c'est un cluster, mais il en existe d'autres, sur lesquels on va voir la concentration de CO2 en ppm, ça s'exprime en parties par million, et on va devoir la relever à minima toutes les 15-20 minutes et voir comment ça évolue sur 2 heures. On va y revenir largement après. Quel est l'intérêt de cette mesure complémentaire? C'est de regarder si le renouvellement d'air est en adéquation avec l'occupation de la pièce. Je m'explique. Le CO2, globalement, c'est nous qui en sommes la source. À chaque fois qu'on respire, on émet du CO2. On peut avoir un renouvellement d'air dans une pièce qui est correct. Simplement, il est dimensionné pour un certain nombre de personnes. Et si finalement, dans la pièce, il y a beaucoup plus de personnes, ça varie en général pas sur une ou deux personnes, mais si on multiplie, alors le seuil qu'on a pris dans la réglementation, c'est 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce. Là, potentiellement, même si le système de ventilation fonctionne, il ne va pas suffire à renouveler l'air suffisamment pour que chacun des occupants puisse avoir suffisamment d'air frais. Donc, on va vérifier aussi ce point-là et ça va nous servir de baromètre pour pouvoir aérer. Donc, l'idée, c'est, grâce à cette mesure, de sensibiliser les occupants aussi et de leur permettre d'être acteurs et donc d'aérer quand c'est pertinent. Alors maintenant, si on revient sur un petit peu le quand, comment, tout ça, quand est-ce que ça doit être fait? Je vous l'ai dit, c'est annuel, donc c'est tous les ans. On a une première échéance, parce qu'on laisse quand même le temps aux établissements de prendre en compte la nouvelle réglementation. La première échéance est au 31 décembre 2024, pour laquelle tous les établissements entrés dans le dispositif devront avoir fait cette première évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Comment? Alors, on y reviendra après. Dans le guide du CEREMA, vous avez un certain nombre de tableaux qui peuvent vous aider et vous guider. Ça n'est pas obligatoire, c'est un guide. Ce qui compte, c'est les items que vous allez retrouver dedans. Vous pouvez prendre cette forme ou une autre. En tout cas, ça a le mérite d'exister et de vous donner un support pour pouvoir mener l'évaluation. Qui est-ce qui peut le faire? C'est assez large. Le législateur n'a pas voulu être restrictif là-dessus. Donc, ça peut être la collectivité, ça peut être le propriétaire ou l'exploitant du bâtiment, ça peut être un contrôleur technique, un bureau d'études, un ingénieur en bâtiment ou un organisme qui effectue des prélèvements et qui est mentionné dans un article du Code de l'environnement. Concrètement, c'est à peu près tout le monde qui est en capacité de faire cette évaluation. Où est-ce qu'elle doit être faite? Elle doit être faite dans les salles d'activité pour les établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, et je crois que c'est ce qui vous concerne. Les cantines dortoirs sont aussi concernées par cette évaluation. Quand on est sur un établissement de moins de 6 pièces, on va évaluer toutes les pièces. Lorsqu'on est sur un établissement de plus de 6 pièces, on prend un échantillon représentatif de 50% des pièces. À savoir qu'un échantillon représentatif, c'est un échantillon dans lequel on va avoir évidemment les différents étages du bâtiment s'il a plusieurs étages, les différentes orientations, s'il y en a une avec des vents dominants, d'autres pas, les différentes expositions extérieures, s'il y a un côté où vous avez une route avec un fort trafic et un côté plus abrité, il faudra mesurer des deux côtés, et puis des dispositions plus propres au bâtiment. S'il y a une partie avec un système de ventilation, une partie sans système de ventilation, on veillera à bien avoir un échantillon avec tout qui est représenté à l'intérieur. Ce qui s'ajoute sur cette partie, c'est la mesure de CO2. Donc pourquoi? L'intérêt, c'était de vérifier qu'il n'y ait pas de risque de confinement durant l'occupation. Encore une fois, c'est directement issu du retour d'expérience de la crise Covid. Tout l'intérêt de ce dispositif-là, c'est de permettre aux occupants de comprendre leur environnement, de comprendre la dynamique de CO2, de comprendre leur interaction à eux dans le bâtiment et leur exposition aussi. Et l'idée, à travers cette partie pédagogique, c'est après de pouvoir les rendre acteurs, c'est-à-dire leur permettre d'aérer au moment où c'est opportun. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc de surveiller et de relever le taux de CO2 durant l'occupation et d'aérer si besoin. Et on doit également consigner les aérations qui vont être faites. Comment est-ce qu'on va faire ça? En posant un capteur de CO2 à lecture directe. Je reviens après sur les caractéristiques techniques du capteur en question. Et puis en relevant manuellement le taux de CO2. Sachant qu'il y a une exception à ça, pour vous, dans les dortoirs, il n'y a évidemment pas d'obligation d'aller toutes les 15 minutes réveiller les enfants pour relever le taux de CO2. Dans ces cas-là, il est autorisé d'avoir un enregistrement et d'exploiter les données après coup. Et puis, le protocole d'aération doit être relevé. Qui est-ce qui fait ça? Alors, plusieurs personnes, mais chacun dans un rôle qui se coordonne. C'est-à-dire que pour l'appareillage, l'achat des capteurs, leur étalonnage, le fait de les faire circuler entre les établissements éventuellement, ça, c'est le personnel qui a réalisé l'évaluation des moyens d'aération. Donc, ça peut être le service technique, ça peut être un prestataire privé. La surveillance, tout l'objectif, c'est d'être dans de la pédagogie. Donc, évidemment, c'est pour les occupants. C'est les occupants qui doivent relever ces concentrations de CO2.
Et puis le propriétaire, lui, il va faire le lien, une fois qu'il recevra le compte-rendu des occupants, il va faire le lien avec le plan d'action. C'est-à-dire qu'il va noter sur 2 heures, bah, effectivement, on dépasse X fois les 1500 ppm, donc il faudra aérer toutes les, je sais pas moi, toutes les demi-heures pendant 5 minutes. Voilà. Il va mettre en place le plan d'action, il va le consigner, lui, il est responsable du plan d'action. Mais il ne va pas le faire tout seul et hors sol, il va le faire sur la base de ce que les occupants auront relevé. Quelles sont les pièces concernées? Ce sont les mêmes que pour l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Où est-ce qu'on doit le faire? Alors, la question là, c'est où est-ce qu'on pose le capteur? L'objectif, c'est d'être représentatif de l'air ambiant. Donc, dans le guide du CSTB dont je parle juste après, vous avez plein de détails. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie d'être représentatif de l'air à la hauteur où on le respire. Donc, le capteur, on le pose en hauteur, on ne le pose pas sur le sol parce qu'on respire rarement pile au niveau du sol. On ne le met pas dans un courant d'air, on ne le met pas à un endroit où il y a un chauffage. On le met voilà, dans un endroit où l'air représente à peu près l'air ambiant. Quand est-ce qu'on fait ça? On le fait en période de chauffe, évidemment, puisque c'est la période où il y a un risque de confinement. Lorsque la salle est occupée normalement. Je vous ai parlé tout à l'heure des effectifs théoriques des pièces. Par exemple, pour une salle d'école, je connais mieux les écoles que les établissements d'accueil des jeunes enfants. En général, on considère que c'est, mettons, pour 20 ou 25 élèves. Quand on va commencer à avoir 37 élèves, on aura dépassé notre 1,5 fois l'effectif théorique. Là, on considère que l'occupation n'est plus normale. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'on fait la mesure. La mesure doit se faire pendant 2 heures en continu au minimum. Si c'est 3 heures, c'est pas un souci, mais un minimum de 2 heures. 2 heures en continu, c'est-à-dire qu'on ne fractionne pas. Et on choisit la période la plus défavorable. Là encore, dans le guide du CSTB, vous aurez des précisions. Concrètement, l'idée, ça va être de le faire sur, par exemple, la deuxième partie de la matinée, quand les enfants ont déjà respiré une partie de la matinée et que potentiellement, on a un risque de dépasser les seuils de CO2 pour voir si effectivement on dépasse ou si tout va bien. Alors, les critères pour le choix de l'appareil de mesure. Il y a un critère sur l'incertitude. L'incertitude, c'est l'erreur qu'on va tolérer dans la mesure. Pour vous redonner une plage, je vous ai dit qu'on parlait en partie par million du CO2. À l'extérieur, on est à 400 ppm. À l'intérieur, depuis la crise Covid, le Haut Conseil de santé publique nous recommande d'être en dessous de 800 ppm. Et puis, dans les salles de classe, on monte très couramment à 2000, 3000, 4000 ppm. On peut monter assez haut. Donc voilà, on tolère d'avoir 50 ppm d'incertitude. Le domaine de mesure, il va de 0 jusqu'à 5000 ppm. 5000 ppm, en général, on ne le dépasse pas quand même. C'est vraiment une valeur très élevée. Le principe de fonctionnement, je vous laisse le lire, il a un nom de chimiste que je ne risquerai pas à prononcer, mais en tout cas, on sait que ce principe-là est fiable, alors qu'il en existe d'autres sur le marché qui sont beaucoup moins fiables. L'affichage de la mesure, alors il y a plusieurs possibilités. À minima, il nous faut des indicateurs lumineux qui soient enregistrés par rapport aux valeurs seuil de l'arrêté. C'est-à-dire qu'on passe à orange, enfin s'il y a 3 couleurs, si vert tout va bien, orange c'est quand on commence à être à partir de 800, entre 800 et 1500, et à partir de 1500 on doit être à rouge. On a le droit de se contenter de cette information-là. Par contre, on ne peut pas se contenter d'un signal sonore. Et idéalement, on a carrément le nombre de ppm qui est indiqué sur un écran. Toutes les valeurs doivent être affichées, en particulier celles inférieures à 400 ppm. Pourquoi? Je vous ai dit qu'à l'extérieur, on était à 400 ppm. Donc concrètement, on ne peut pas être en dessous à l'intérieur. Si votre capteur vous marque 300 ppm ou 200 ppm, ça veut dire qu'il est mal étalonné. Dit autrement, ça veut dire qu'il raconte n'importe quoi. Donc on a vraiment besoin de le voir pour le faire étalonner, vérifier quel est le problème technique et avoir une mesure dont on sache qu'elle est fiable. Donc là, c'est quelques critères qu'on vous donne sur la technologie des capteurs, enfin sur ce qui peut être choisi, ce qui est acceptable ou pas. Beaucoup d'établissements se sont équipés de capteurs avant la sortie de la réglementation durant la crise Covid. Avec ce tableau, l'idée, c'est de voir si vos capteurs peuvent servir ou pas dans le cadre de la réglementation. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un étalonnage possible. L'étalonnage, c'est-à-dire vérifier que les valeurs qu'ils nous donnent sont des valeurs justes, concrètement. Donc, typiquement, qu'on n'aura pas 200 ppm à un moment donné. L'interface de l'utilisateur, vous voyez que les feux tricolores, c'est autorisé. L'affichage de la concentration, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Le signal sonore, si c'est uniquement ça, non. Et aucun affichage, évidemment non, puisqu'on ne peut pas faire de mesure à lecture directe sans affichage. Les seuils d'alerte, vous pouvez les régler vous, ils peuvent être réglés avec le fabricant. Par contre, c'est important d'avoir un réglage et de savoir comment c'est réglé. L'intervalle entre deux mesures, c'est pareil, c'est tout des précisions que vous avez dans l'arrêté. Donc, on doit surveiller toutes les 10 à 15, toutes les 15 à 20 minutes. Par contre, la mesure doit être faite à minima toutes les 10 minutes.
Et donc, pour tout ce qui concerne ces aspects-là, vous avez un guide du CSTB qui est cliquable également, sur lequel vous allez avoir tous les détails. Donc, quels appareils on utilise, comment on les place, comment on se coordonne entre les différents services, comment on doit réagir si on dépasse le seuil de 800, le seuil de 1500, et surtout après, une fois qu'on a fait notre mesure, comment on traduit ça dans le plan d'action. Du coup, si ça vous va, je vais peut-être arrêter 2 secondes le déroulé de la présentation, puis on peut peut-être prendre les questions déjà sur cette première partie. Merci beaucoup, Ambre. Effectivement, quelques questions auxquelles vous avez peut-être déjà répondu, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mhm. Je les prends dans l'ordre. La première, c'est pour vous dire, ça ne concerne pas votre intervention là, mais il y aura effectivement un replay avec votre support d'intervention et celui de Laetitia. Sur les questions, y a-t-il des contraintes liées au planning d'occupation des pièces, donc des mesures de CO2? Alors, je Oui, sais. oui, tout Oui, à fait. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de faire la mesure quand la pièce est occupée et à la période la plus défavorable. Donc, typiquement, si vous faites la mesure dans un dortoir, c'est pas avant que les enfants rentrent dedans, c'est vraiment quand ils vont être présents à l'intérieur. Dans les salles d'occupation de vie, alors je ne sais pas exactement comment ça s'organise selon vos plannings, mais l'idée, c'est vraiment d'être sur la période défavorable. Donc, s'ils y sont toute la journée, ça va être plutôt en fin de journée. S'ils y sont que la matinée, c'est plutôt en fin de matinée. Mais tout ça est très bien précisé dans le guide du CSTB. très bien. Donc, pas d'obligation dans les cuisines. Non. Donc pour les dortoirs, cela concerne les crèches et les écoles. Oui. Ok. Euh, quid, si... Ah oui, alors pour les pièces qui sont occupées au-dessus de l'effectif prévu, en fait, comment on gère cette situation? Alors, pour faire la mesure de CO2, enfin, pour être dans le cadre de la réglementation, il ne faut pas que l'effectif réel soit plus de 1,5 fois l'effectif théorique. Donc, D'accord. tant que vous êtes dans la plage entre 1 et 1,5 fois l'effectif théorique, vous pouvez faire votre mesure. Si vous êtes au-delà du 1,5 fois l'effectif théorique, ça ne correspond pas aux conditions de la réglementation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense. Est-ce que vous pouvez rappeler les différentes valeurs de CO2 et Oui. notamment surtout la valeur maximale tolérée? Alors, en fait, la valeur, encore une fois, extérieure, qui est la valeur de référence, est à 400 ppm. À l'intérieur, on estime qu'il faudrait être en dessous de 800 ppm. À partir de 800 ppm, il y a déjà des actions correctives d'aération. Et la valeur max qui est tolérée, entre guillemets, c'est 1500 ppm. Dans les établissements d'accueil de jeunes enfants, je ne sais pas trop. Dans les écoles, je sais qu'on les dépasse très, 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 très souvent. Alors, je lis les questions en même temps, hein. C'est une question un peu réglementaire et qu'effectivement, je trouve importante, qui peut donner lieu à discussion, à savoir qui a l'obligation, pardon, de se charger de l'évaluation lorsque les locaux sont occupés par une association. Mais que voilà, c'est la question entre le gestionnaire et le propriétaire, à Alors, qui incombe cette obligation. l'obligation, elle incombe en premier lieu au propriétaire. Et après, on met le cas échéant au gestionnaire, c'est quand il y a une convention qui le prévoit. Mais à défaut, c'est le propriétaire qui est responsable du bâtiment. D'accord, donc pour être bien clair, euh, sans convention qui le spécifie, c'est le propriétaire et non pas le gestionnaire qui doit réaliser ces mesures-là. Qui est responsable. Mhm. Ok. Euh, Oui, alors sur l'emplacement du testeur, les bébés étant, donc vous disiez qu'il faut le mettre plutôt au milieu de la pièce, à niveau d'une table, mais les bébés étant au ras du sol, est-ce que c'est pertinent de faire une mesure au ras du sol? C'est une bonne question. Honnêtement, je pense que c'est pertinent, effectivement. C'est pas ce qui est marqué dans le guide. Néanmoins, je pense que dans le cas spécifique où effectivement c'est des bébés, le guide, il a été écrit pour tout public. Donc, dans le cas spécifique où il y a des bébés, je pense que c'est effectivement intéressant de faire une mesure au ras du sol aussi. D'accord, Dans la mesure où très les bien. enfants ne touchent pas le capteur. Ben, c'est ça, le risque peut être là, c'est Mhm. faut le mettre sous clé, le capteur. Le guide du CSTB, alors il y aura un replay avec des ressources documentaires. On mettra l'ensemble des références
dans le dossier ressources. Et comme le rappelait Ambre, ils sont aussi cliquables sur son PowerPoint. Euh, alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions en fait. C'est normal, c'est la partie, enfin, une des parties nouvelles. J'ai remis la page du CEREMA dans le chat là avec les questions. Euh, Dans les questions, c'est du coup, est-ce qu'il faut mettre un capteur dans chaque pièce Non, on n'est pas obligé, à part s'il y a moins de 6 pièces. Enfin, jusqu'à 6 pièces, on doit instrumenter toutes les pièces. À partir de 6, c'est un échantillon représentatif. Et du coup, donc tu as répondu aux questions d'après. Donc, c'est bien toutes les pièces quand on a un bâtiment de moins de 6 pièces. Oui. La fréquence, tu peux la rappeler sur le CO2, la mesure? La fréquence de la mesure de CO2 ou la fréquence à Ouais. laquelle on remet en place le dispositif. Ah, De mesure. la Donc, mesure, une fois la par an, mesure. on est obligé de refaire toutes les mesures et le capteur, lui, prend une mesure toutes les 10 minutes. Par contre, la personne qui écrit la mesure l'écrit toutes les 15 à 20 minutes. Voilà. Les mesures doivent être prises de manière. Pourquoi les mesures doivent être prises de manière directe? Pourquoi les mesures enregistrées ne peuvent-elles pas être validées? La prise en compte de mesures directes rajoutant une charge pour les assistants qui ont beaucoup de choses à gérer avec les enfants en bas âge. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment que ce soit pas deux choses séparées, qu'on n'ait pas le gestionnaire du bâtiment, le propriétaire du bâtiment qui gère son aspect QAI, qui gère la ventilation et qui gère des données de CO2, mais que ce soit bien l'occupant qui comprenne ce qui se passe, qui comprenne l'environnement dans lequel il est. Et les assistants maternels qui, du coup, s'occupent des enfants sont aussi des gens qui respirent toute la journée dans ces bâtiments-là. Donc, c'est aussi pour leur santé à eux, au passage, que c'est intéressant de comprendre le renouvellement d'air et de s'assurer de respirer un air sain pour les enfants, mais pour eux aussi. Donc c'est vraiment conçu comme étant à visée pédagogique et c'est pour ça qu'on demande aux occupants de faire à la fois la mesure et de faire les actions d'aération quand on va dépasser certains seuils. Ok. Du coup, Ambre, j'ai une question. C'est un cas de figure qui peut vraiment se poser. C'est une collectivité, elle a plusieurs établissements, des services techniques. Et d'ailleurs, Monsieur Francisco, quand j'ai échangé avec lui, c'est un peu comme ça que c'était prévu. Les services techniques pourraient réaliser ces mesures de CO2. Mais finalement, de ce que vous dites, c'est pas l'objectif, c'est pas à eux de le faire, c'est vraiment Alors, ça si je dépend pense. sur quoi en fait. Sur la partie de poser les capteurs et de tout ce qui va être gestion des capteurs, donc l'étalonnage, les poser, les gérer aussi, les déplacer d'un bâtiment à l'autre, ça tout à fait, ça peut être les services techniques qui le font. C'est même pertinent que ce le soit parce que du coup, effectivement, ils peuvent mutualiser en fait l'achat des capteurs, ne pas le faire pour un bâtiment, mais sur plusieurs. Par contre, relever les données, non, là, c'est vraiment les occupants qui sont fléchés dans la. D'accord, d'accord, bah c'est très clair, merci. Il y a encore beaucoup de questions, mais pour garder le timing, sauf si Laetitia, tu me dis que il y a des questions importantes qu'on a loupées, je propose qu'on passe à la suite. Juste, on pourra proposer une réponse à toutes les questions posées si on n'a pas pu y répondre là dans le temps imparti. Pas de souci, puis si du coup vous les lisez en même temps que je parle et que ça vous revient après, des compléments qu'il faut que je fasse, vous me direz, il n'y a pas de problème. Ok. Donc Merci. ça, c'était pour la première partie. Maintenant, on passe à l'autodiagnostic. Là, il n'y a pas de grosse nouveauté, si ce n'est qu'il est devenu obligatoire et qu'il a une fréquence qui est maintenant de tous les 4 ans. Qui est-ce qui le fait? Alors cette fois-ci, c'est pas ou, c'est et. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'équipe de gestion du bâtiment sur les aspects qui la concernent, les services techniques qui sont chargés de la maintenance du bâtiment, les responsables des activités dans les pièces qui sont concernées et le personnel d'entretien des locaux. Mais évidemment, on ne leur pose pas les mêmes questions à tous. Les personnels d'entretien des locaux, on va se questionner sur les produits qu'ils utilisent, comment ils les utilisent, sous quelle forme, est-ce que c'est des prêts, est-ce que c'est un liquide, quand est-ce qu'ils vont faire le ménage, est-ce qu'ils aèrent ou pas. L'équipe de gestion de l'établissement, on va plutôt regarder les contrats de maintenance, concrètement les parties techniques du bâtiment, les plans, ce genre de choses. Le responsable des activités, ça va plus être sur les activités qu'il fait, qu'est-ce qui potentiellement peut émettre différents polluants. L'objectif de tout ça, ça va être de repérer les sources d'émissions, d'évaluer les usages et puis de regarder l'entretien du bâtiment. Concrètement, la qualité de l'air, ce qui fait qu'on a une bonne ou une mauvaise qualité de l'air, c'est deux aspects. Le premier, c'est est-ce qu'on émet des polluants dedans, ou plutôt quelle quantité on émet.
Et la seconde, c'est quel est le renouvellement d'air? Est-ce qu'on élimine suffisamment? Puisque globalement, l'air extérieur est moins pollué que l'air intérieur, même si on en entend plus parler, il est quand même moins pollué. L'idée, c'est de remplacer l'air intérieur par de l'air extérieur. Et c'est les deux leviers sur lesquels on va jouer, c'est aussi les deux leviers qu'on va étudier dans l'autodiagnostic. Comment? On va avoir des grilles indicatives. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du guide de l'INERIS qui était cliquable. Là, à l'intérieur du guide du CEREMA, sur cette partie-là, globalement, c'est quasiment un copier-coller des grilles de l'INERIS, si ce n'est qu'on a enlevé tout ce qui concernait le perchloroéthylène puisque c'est plus à jour, et puis qu'on a remis à jour deux, trois petits éléments. Mais concrètement, si vous l'aviez déjà fait dans sa version précédente, vous ne serez pas dépaysé, pardon, c'est à peu près la même chose que vous retrouverez. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier les sources d'émissions de polluants, pour pouvoir les réduire évidemment, donc de les identifier par type, les matériaux, les équipements, les activités. Ça va être aussi de réfléchir sur l'entretien des systèmes de ventilation et les moyens d'aération. On a déjà fait une première partie dans l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu plus loin, au-delà de ce qu'on repère juste visuellement dans la pièce, est-ce qu'on a des contrats typiquement. Et l'objectif final, c'est évidemment de diminuer l'exposition des occupants. Alors, les grilles. À droite, vous avez le lien cliquable pour le guide du CEREMA et les grilles ressemblent à ce que vous avez là en dessous. Donc là, par exemple, c'est pour le benzène. Vous voyez qu'il y a plusieurs items que vous pouvez cocher. En vert, et vous cochez quand c'est une action qui a été réalisée. En rouge, quand c'est pas fait. Et la dernière colonne, c'est pour sans objet. C'est juste une aide. Évidemment que ça peut être intéressant pour vous quand vous avez coché que c'était fait de marquer comment ça a été fait et quand c'est quelque chose sur lequel ça n'est pas fait, il y aurait une bonne pratique à améliorer. Ça peut être intéressant aussi de commencer déjà à y réfléchir et de voir ce qui pourrait être fait. Donc les grilles, elles se penchent sur différents aspects. Il y a un premier aspect qui va être la recherche des sources extérieures qui va venir contaminer l'air intérieur, avec une réflexion sur la localisation du bâtiment. On va rechercher les sources qui émettent du benzène et les sources qui émettent du formaldéhyde. Concrètement, le benzène, c'est plutôt tout ce qui va être routier, c'est les hydrocarbures souvent. Formaldéhyde, globalement, c'est plutôt à l'intérieur qu'on va en retrouver. Si vous en retrouvez à l'extérieur, c'est que vous êtes à côté d'une usine chimique, globalement. On va réfléchir aux matériaux mobiliers, aux activités, aux travaux. Il y a toute une partie dédiée à la maintenance et une partie où je vous ai dit qu'on allait un peu plus loin sur l'aération et la ventilation. L'aération, ça va notamment être chercher quels sont les protocoles d'aération lors du ménage. La ventilation, ça va être notamment une réflexion au niveau du changement des filtres quand on est sur une VMC double flux. Je vous ai mis un petit guide supplémentaire qui n'est pas du tout dans le cadre de la réglementation, mais qui est intéressant et qui peut vous permettre d'avancer, sachant qu'il est vraiment spécifique pour vos types d'établissements. C'est le guide Reco Crèche, qui a été fait dans le cadre d'un plan régional santé-environnement de vos voisins, parce que je crois que c'est de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà sur cette partie. Est-ce que sur ce sujet-là, vous avez des questions? Je peux reprendre des questions qui me semblaient quand même importantes Oui. de la session précédente. Les capteurs sont à la charge du propriétaire ou du gestionnaire, l'achat des capteurs pour réaliser ces mesures? Bah, après, c'est comme vous voulez. À la base, c'est toutes les obligations incombent au propriétaire, mais après, si dans le cadre de la manière dont vous fonctionnez avec votre propriétaire, c'est le gestionnaire qui veut les acheter, ça marche aussi, hein. Ça a une vertu pédagogique aussi. Euh, voilà. Et oui, si ces obligations, est-ce que vous avez rappelé le calendrier de mise en œuvre? Il y avait notamment une question, ça concerne les EAJE, donc établissements d'accueil du jeune enfant, quelle que soit leur taille, Oui. les écoles primaires. Oui, effectivement. Alors, je pensais que le public était très ciblé sur les EHJE, mais oui, effectivement, pour le moment. Donc, c'est les établissements d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans, les établissements d'accueil scolaire, donc depuis les maternelles jusqu'au lycéen, donc premier, second degré, tout ce qui va être accueil de loisirs et accueil périscolaire. À partir enfin, dès maintenant, c'est eux qui sont concernés. Dans une deuxième vague, il y aura plutôt tout ce qui va être établissements médico-sociaux et puis établissement pénitentiaire pour mineurs, en sachant que ce seront des textes spécifiques et que ce ne sera pas exactement la même chose que ce qui existe actuellement. Et on est bien d'accord, les micro-crèches, qui sont des établissements d'accueil des jeunes enfants, sont concernés dès à présent par ces obligations. Oui, a priori, oui. Ok, merci. De rien. Alors, du coup, on va passer aux campagnes de mesure. Hop. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, c'était cette notion d'étape clé.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étape clé? Une étape clé, c'est quelque chose qui va, dans la vie d'un bâtiment, être susceptible de modifier la qualité de l'air. Concrètement, c'est soit une question d'apport de polluants, soit une question de renouvellement d'air, puisque je vous ai dit que c'était les deux paramètres qui déterminent la qualité de l'air. Donc concrètement, quand on va agir sur le bâtiment sur l'un ou l'autre de ces aspects-là, on va devoir faire des campagnes de mesure, on va mesurer des indicateurs. Je précise bien que ce sont des indicateurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va mesurer, en tout, on a 3 molécules qu'on mesure, mais elles sont censées être représentatives de plus qu'elles-mêmes. Je m'explique, dans l'air intérieur, il y a plusieurs centaines de molécules qui sont des polluants. On ne peut pas tous les mesurer. Déjà, on ne sait pas tous les mesurer, on ne les connaît pas tous, et ce serait compliqué concrètement de tout mesurer. Donc l'idée, c'est on va mesurer des polluants qui sont connus, dont on sait qu'ils ont des effets sanitaires avérés, et qui sont représentatifs d'un type de pollution. Donc, un premier type de pollution qu'on veut représenter, ce sont les sources d'émissions intérieures. Et ça, c'est le formaldéhyde qui va le faire. Un deuxième type de pollution qu'on veut pouvoir qualifier, ce sont les transferts de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, globalement, c'est le benzène. On va regarder pour ça. Et puis, le dernier aspect qui est important, c'est l'adéquation entre le renouvellement d'air et l'occupation. Et ça, je vous l'ai dit, c'est le CO2. Je précise que la mesure de CO2 dans le cadre des campagnes de mesure n'est pas la même que la mesure qui est faite dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. C'est la même molécule qui est mesurée, mais pas de la même manière, et du coup, elle ne va pas représenter la même chose. Donc, si on reprend nos différents polluants, pourquoi on mesure chacun? Le formaldéhyde, c'est un composé organique volatile. C'est un polluant qu'on retrouve de manière générale à peu près partout dans l'air intérieur, mais qu'on ne retrouve pas à l'extérieur. Il est cancérigène certain pour le nasopharynx. On a une valeur guide de l'air intérieur qui a été revue, je vous l'avais mis en partie de contexte, et qui est maintenant à 100 microgrammes par mètre cube. Ce qui est une spécificité de cette molécule, c'est qu'on considère que c'est l'effet à court terme, c'est-à-dire avec une valeur haute, qui va être déclencheur des effets à long terme. Notre réglementation QAI dans les ERP, elle a pour objectif de protéger la santé des occupants sur du long terme pour des risques chroniques, pas forcément de regarder les pics à court terme. Mais là, il se trouve que la valeur à long terme et la valeur à court terme pour le formaldéhyde, c'est la même, c'est 100 microgrammes par mètre cube. Elle est valable, cette valeur, à partir de 1 heure d'exposition. Et nous, on fait des mesures sur 4,5 jours. Donc, on ne va pas voir à l'intérieur la dynamique. On ne va clairement pas voir les pics. Donc, il a été décidé de garder la valeur que vous connaissiez avant, qui était à 30 microgrammes par mètre cube, parce qu'on se dit qu'en moyenne, si sur 4,5 jours, on est en dessous de 30 microgrammes par mètre cube, on peut espérer ne pas avoir de pic à 100 microgrammes par mètre cube. C'est une estimation, c'est un peu arbitraire, mais voilà, c'est censé être protecteur. Pour le benzène, on ne change rien. La valeur guide de l'air intérieur est à 2 microgrammes par mètre cube. C'est la valeur en dessous de laquelle on considère qu'il n'y a pas de risque pour la santé. La valeur limite réglementaire, elle est à 10 microgrammes par mètre cube. Là, c'est la valeur pour laquelle on va déclencher des investigations complémentaires et on va informer le préfet. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez tout à fait être en dessous de la valeur guide réglementaire, mettons en étant à 8 microgrammes par mètre cube, et pour autant, vous ne pouvez pas dire que votre air intérieur est sain, puisque globalement, vous êtes 4 fois supérieur à la valeur pour laquelle on n'aurait pas de problème sanitaire. Donc, c'est bien à différencier dans la tête de chacun ce qui est une valeur réglementaire de ce qui est une valeur sanitaire. Pour le CO2, les seuils ont changé. Je n'ai pas précisé effectivement dans mon tableau. Tout ce que je vous ai mis en orange clair, c'est ce qui a été modifié par rapport à la version précédente. Ce qui est en espèce de marron orange foncé, ça, c'est ce qui reste tel quel. Donc, le CO2, on se préoccupe maintenant des valeurs qui sont au-dessus de 800 ppm depuis la crise Covid. Ultérieurement, c'était 1000. Et le deuxième seuil, qui avant était à 1700, a été abaissé de 200 pour faire la même chose que le seuil de 1000 qui passe à 800. Il est devenu maintenant à 1500. Dans le cadre de cette campagne de mesure, on ne va pas vous donner une valeur de CO2, on va vous donner une valeur d'un indice, l'indice icône. L'indice icône, il va de 0 jusqu'à 5. 0, tout va bien, 5, ça ne va pas tellement. L'idée, c'est qu'on prend à la fois en compte une valeur, seuil, et un temps d'exposition. L'icône 5, c'est quand vous êtes 100% du temps de présence des personnels dans vos locaux au-dessus de 1500 ppm. Donc, à chaque fois que vous êtes présent dans l'établissement, vous êtes systématiquement au-dessus de 1500 ppm. Ça, c'est l'indice icône 5. Et c'est à ce niveau-là où on va déclencher des valeurs d'investigation complémentaires et informer le préfet. Et donc, sans surprise, voilà, le CO2, c'est toujours pour indiquer le renouvellement d'air. Encore une fois, la différence entre le CO2 et les autres, ce qui me fait dire que ce n'est pas exactement un polluant,
c'est qu'il n'a pas d'effet pathogène connu dans les valeurs qu'on va mesurer dans l'air intérieur. Par contre, si on le mesure, c'est aussi parce qu'il a un effet quand même sur nous. Globalement, quand on va avoir beaucoup de CO2, c'est qu'on aura beaucoup respiré, donc on aura moins d'oxygène. Concrètement, on va être un peu plus ensommeillé, un peu moins réactif et un peu moins concentré. Ces campagnes de mesure, concrètement, elles se font à peu près de la même manière que ce qui se faisait avant. On a juste bien précisé que l'organisme accrédité COFRAC, il est accrédité LabREF 30 et rien d'autre. Et il est accrédité LabREF 30 à la fois pour le prélèvement et pour l'analyse. C'était déjà ce qu'on voulait précédemment, mais ce n'était pas suffisamment clair et du coup, il y a eu quelques escroqueries. Donc là, c'est bien clair dans les textes. Je ne vous précise pas les types de traitements chimiques qu'on fait sur les mesures, peu importe. Quand est-ce qu'on fait nos mesures? Par contre, ça, c'est important. Pour le formaldéhyde et le benzène, il y a toujours 2 séries de prélèvements. Une en hiver, une en été. Pourquoi? Parce que globalement, le dégazage ne va pas être le même. En été, on va dégazer plus de formaldéhyde et en hiver, on va certainement avoir plus de sources de benzène. La série de prélèvements se fait toujours sur 4,5 jours, ce qui est considéré être une semaine d'occupation normale dans des locaux d'accueil d'enfants. Et on va le faire une fois, donc en été, une fois en hiver, ce qui fait un décalage de 4 à 7 mois. Le CO2, on ne le mesure qu'en hiver, puisque concrètement, quand on est hors période de chauffe et qu'on ouvre les fenêtres, on n'en a plus tellement du CO2. Et là, dans le cadre des campagnes de mesure, après les étapes clés, on va devoir débuter les cycles de campagne dans le mois qui précède, enfin qui suit la réception, de l'étape clé. Et on finira notre campagne de mesure, si c'est du formaldéhyde et du benzène, et donc que ça doit se faire 2 fois, dans les 7 mois. Maintenant, quelles sont les étapes clés? Elles sont divisées en 3 catégories. Les gros travaux, les petits et moyens travaux et les actions sur les locaux. On va les détailler chacune. Les gros travaux, il y en a 3 types. Il y a la livraison d'un bâtiment neuf, la livraison d'une extension dans un bâtiment neuf, enfin dans un bâtiment existant, l'extension étant neuve, et une rénovation lourde ou une rénovation énergétique. Ce point-là est super important parce que dans tous les établissements de plus de 1000 m², on va être soumis au décret tertiaire, c'est-à-dire que les collectivités vont être dans l'obligation de mener des travaux de rénovation énergétique lourds pour arriver à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre de manière assez drastique. Maintenant, il sera obligatoire dans ces cas-là de vérifier la qualité de l'air. Et c'est super important parce que concrètement, on sait très bien que des travaux de rénovation énergétique où on ne prend pas en compte la qualité de l'air, on la dégrade de manière très significative. Donc là, dans ces cas-là, on mesure tous les polluants. C'est ce qu'on appelle une campagne complète. On mesure le CO2, le formaldéhyde et le benzène. Les petits et moyens travaux, là, il y en a un peu plus. Et là, on va rentrer dans des subtilités. Alors, sur ce qui concerne le renouvellement d'air, donc changement, ajout, suppression de système de ventilation ou changement des ouvrants qui donnent sur l'extérieur, on mesure aussi tous les polluants. Pourquoi? Le CO2, c'est assez logique, je vous ai dit que c'était lié au renouvellement d'air et c'est l'indicateur du renouvellement d'air. Le formaldéhyde, parce que c'est l'indicateur des émissions à l'intérieur du bâtiment. Si vous modifiez votre renouvellement d'air, vous modifiez la dilution des émissions que vous avez dans le bâtiment. Donc concrètement, il va falloir vérifier qu'on est toujours avec des seuils qui sont tolérables. Et le benzène, parce qu'en fait, vu que c'est une pollution extérieure et que là, on touche au renouvellement d'air, le renouvellement d'air, je le redis, c'est l'air extérieur qui rentre à l'intérieur et l'air intérieur qu'on met dehors. Concrètement, ça va avoir un impact sur les transferts, donc on vérifie. On ne va pas faire des mesures systématiquement quand on fait ce type de travaux. L'objectif, c'était d'éviter d'avoir à faire des mesures dès qu'il y a des tout petits travaux d'entretien qui sont faits, parce qu'autrement, on sait très bien que les propriétaires ne feraient plus les travaux d'entretien courants. Donc, il y a des seuils de déclenchement qui ont été calculés et qui diffèrent suivant la taille du bâtiment. Donc, pour les établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, vous êtes systématiquement dans la catégorie qui est tout à droite. Pour les écoles, on voit qu'en fonction de la taille du nombre de classes, ça diffère. Concrètement, pour les établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, pour les accueils de loisirs, pour les grandes écoles, dès qu'on a 25% de la surface du bâtiment qui est affectée par les travaux, on déclenche les mesures. Par contre, si on est à 20%, eh ben, on ne déclenche pas les mesures. C'est un seuil qui est glissant sur 6 mois. L'idée, c'est d'éviter que les propriétaires fassent des travaux séquencés par un mois pour éviter de dépasser le seuil. Donc là, on regarde bien sur 6 mois glissants combien on a affecté de surface du bâtiment. Pour les petits et moyens travaux, on a d'autres listes. On va avoir tout ce qui est changement de revêtement de sol, travaux sur les parois intérieures, changement de plafond et du faux plafond. Alors, le changement de revêtement de sol, concrètement, ça ne touche pas au renouvellement d'air, ça ne change rien au transfert intérieur-extérieur. Par contre, on va emmener des polluants à l'intérieur, typiquement des cols, et puis le revêtement lui-même, le matériel lui-même.
Donc là, l'indicateur qu'on va prendre pour regarder les pollutions à l'intérieur, c'est le formaldéhyde. Pour ce qui est parois et changement de plafond sous le plafond, d'une part, on emmène du matériel, donc on va amener potentiellement des colles, des peintures, on va regarder le formaldéhyde. Mais en plus, on peut avoir une interaction avec le système de ventilation. Pourquoi? Parce que le système de ventilation, c'est des bouches, et puis c'est une question de transfert d'air. Donc, si vous mettez une cloison entre une bouche et, mettons, une fenêtre où il y avait une entrée d'air, potentiellement, vous allez changer les dynamiques aéroliques. Et donc, dans ce cas-là, on mesure aussi le CO2. Pareil pour le faux plafond. Et puis ensuite, on arrive aux actions sur les locaux. Donc là, c'est la question de changement de disposition des pièces. Alors, je vais vous prendre un exemple qui ne doit pas arriver tous les 4 matins, mais bon. Si on avait une grande salle, mettons une salle polyvalente, parfois on peut avoir un peu ça souvent dans des collèges, des gros établissements quand même, et qu'on décide d'en faire des salles de classe. Donc, on va la séquencer en mettant plusieurs parois à l'intérieur. On met des parois, donc on mesure le formaldéhyde parce qu'on émet potentiellement des polluants. Et encore une fois, puisqu'on a rajouté des parois, potentiellement, on s'est intercalé entre des bouches d'extraction et des systèmes d'entrée d'air ou entre des bouches d'insufflation et des bouches d'extraction. Donc, on va vérifier le renouvellement d'air parce qu'on a modifié le système de ventilation. Et donc, on mesure le CO2. Maintenant, sur ce qui concerne les effectifs, donc là, encore une fois, c'est une question de renouvellement d'air qui doit être adapté au nombre d'enfants, au nombre de personnes présentes dans la pièce. Donc, on mesure le CO2 quand on va faire un changement d'effectif notable. Évidemment, d'une année sur l'autre, notamment dans une classe, notamment dans les petites classes, dans les territoires ruraux, on va passer de 22 élèves à 24, à 25, puis à 20. Ça ne compte pas, on ne fait pas des mesures à chaque fois. Par contre, si on passe d'une classe où il y avait 20 élèves à une classe de 35 élèves, là, ça fait un changement non, considérable, plus exactement. Et du coup, on va mesurer effectivement le CO2 pour vérifier que le système de renouvellement d'air est toujours adapté. Le changement pérenne d'activité susceptible d'accroître les concentrations en CO2. Là, encore une fois, je vais vous prendre un exemple qui ne doit pas arriver tous les 4 matins, mais c'est pour que ce soit bien clair dans votre tête. Si on avait une salle polyvalente dans laquelle on fait venir des intervenants, il y avait des conférences, et que du jour au lendemain, ça devient une salle de PS, au lieu d'avoir des personnes assises qui écoutent, on se met à avoir des personnes qui vont faire une activité physique. Forcément, on va avoir besoin de renouvellement d'air plus important, et donc on va mesurer le CO2 pour vérifier que c'est toujours acceptable. Sur tous ces aspects-là, alors à la fois les étapes clés, à la fois l'autodiagnostic, à la fois l'évaluation annuelle des moyens d'aération et de ventilation, mais aussi le plan d'action, vous avez ce guide qui est donc le guide du CEREMA, qui est cliquable, sur lequel vous aurez pas mal d'informations. C'est un gros guide, il fait à peu près 90 pages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est divisé en tomes, et chaque tome correspond à une étape réglementaire. Et vous n'êtes pas obligé de tout lire du début à la fin, vous pouvez, à partir du plan au départ, aller chercher directement ce qui vous concerne. Typiquement, dans les campagnes de mesure, il y a une fiche qui a été faite par étape clé. Donc, ce que je vous ai balayé là dans un tableau très rapidement, à chaque fois, vous avez une fiche qui vous respécifie quelles sont les obligations, mais aussi quelles sont les recommandations qu'on peut mettre en place pour essayer à terme d'avoir des bons résultats. Et puis, quelles sont les autres réglementations aussi qui viennent s'enchevêtrer là-dedans. Je pense typiquement au radon dont on va parler tout à l'heure. Il y a aussi des obligations en termes d'amiante, des obligations en termes de ventilation du débit. Donc voilà, tout ça est bien rappelé pour chaque étape clé. Je vous Merci laisse beaucoup, poser ces questions. Ambre. Oui. Je vois l'heure qui tourne. Il y avait une discussion sur l'onglet questions-réponses de savoir si les maisons d'accueil d'assistantes maternelles, les MAM, étaient ou non concernées par ce dispositif. Moi, j'avais en tête que non. Non. Ok, d'accord. Très bien. Euh, Laetitia, vois-tu d'autres questions qu'on n'aurait pas traitées? Après, je pourrais toujours répondre dans le chat pendant les autres interventions s'il y a besoin. Ok. Si sur l'autodiagnostic, l'échéance, est-ce que vous pouvez la rappeler? Et bah, du coup, c'est 2023 plus 4, ça nous fait 2027. D'accord. Décembre 2024? 2027. 2000. C'est tous les Donc, 4 ans. Et donc, à partir de 2023, vous avez 4 ans pour vous mettre, pour le faire. d'accord, c'est-à-dire que tous les établissements auront dû réaliser leur autodiagnostic au plus tard en 2027. C'est ça. D'accord, très bien.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laetitia? Oui, juste une question en termes de communication vers les parents d'élèves. Est-ce que c'est, ou vers du coup les parents d'enfants accueillis, c'est une obligation? Est-ce qu'il y a des Tout à fait, on va moyens y venir. attendus? On y vient. Du coup, je vais hop, reprendre parce que j'en parle juste après. Donc, effectivement, il y a une obligation d'information des personnes qui fréquentent l'établissement. On a toujours le délai de 30 jours qui existait précédemment et qui reste. On a toujours un affichage permanent près de l'entrée principale. Et donc, on va devoir mettre les résultats relatifs à la surveillance quand on a fait des mesures, et puis un certain nombre d'autres choses. Il y a le récapitulatif à la fin, en fait, avec ce schéma-ci sur lequel j'ai rajouté tous les endroits où il fallait pouvoir communiquer. En attendant, on va vite faire le plan d'action. Donc, le plan d'action, il doit être mis à jour régulièrement. Pourquoi on n'a pas donné une échéance? Tout simplement parce que le plan d'action, il se base sur tous les diagnostics qu'on fait au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, un élément nouveau, on doit revoir son plan d'action. Concrètement, si vous avez bien fait votre autodiag et vos évaluations annuelles et que, pouf, vous passez sur une étape réglementaire au bout de n'importe quoi, 5 ans de mise en œuvre de la réglementation, et ben, à la fin de votre étape réglementaire, vous aurez des valeurs de mesure et donc on remettra à jour le plan d'action. Quel est l'objectif? C'est d'améliorer la qualité de l'air intérieur en rentrant vraiment dans une démarche, cette fois-ci, d'amélioration continue. Et donc, ça va être de proposer des actions correctives sur tout ce qu'on aura vu qui potentiellement est un petit peu défaillant. Qui est-ce qui est responsable? C'est le propriétaire. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui le rédige tout seul, mais ça veut dire que c'est lui qui est responsable que ce soit bien fait. Quoi, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le plan d'action? On doit retrouver à minima un titre, une description des actions, un responsable et des personnes associées et un calendrier. Vous êtes fortement invité à rajouter un budget, mais ce n'est pas une obligation. Comment c'est fait? Bah, tout simplement sur la base des éléments de diagnostic qu'on a vus précédemment. Et donc, je ne le redétaille pas, c'est les 3 étapes précédentes que nous avons vues. Et donc, ça aussi, on est censé communiquer auprès des personnes qui fréquentent l'établissement par voie d'affichage. On n'est pas obligé de mettre le plan d'action dans son intégralité devant l'établissement. Par contre, on précise bien qu'un plan d'action est en cours. Et on met également les résultats de l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation. Donc concrètement, si on reprend toutes les étapes réglementaires, il y a juste l'autodiagnostic pour lequel il n'y a pas d'obligation de communiquer. Par contre, l'évaluation des moyens d'aération et de ventilation fait l'objet d'un rapport qui doit être accessible. Les mesures de CO2 à lecture directe, on informe également. Les résultats des campagnes de mesure doivent être à disposition et le plan d'action, on informe qu'il y a un plan d'action qui est en cours, même si on n'est pas obligé de mettre le plan d'action dans son intégralité devant la grille d'entrée de l'école. Et pour aller plus loin, donc là, je vous ai mis une liste de plusieurs ressources, en sachant que sur la page Internet que je vous ai mise en haut, dont vous voyez la page d'accueil à gauche, vous avez tout le reste. L'intérêt de cette page Internet, c'est justement de recueillir, enfin, de recenser tout ce qu'on peut retrouver en lien avec cette réglementation. Donc, ce qui est intéressant, c'est la foire aux questions, parce que du coup, c'est une foire aux questions dont les réponses sont validées par les ministères. Vous avez une petite présentation du dispositif dans une vidéo synthétique qui est beaucoup plus courte que moi, qui fait seulement 4 minutes, ou peut-être 5, enfin beaucoup plus court quand c'est moi qui parle. Vous avez un replay vers les webconférences qui ont été co-organisées entre le CNFPT et le CEREMA et qui font des focus sur les différentes étapes réglementaires, sachant que chacune de ces webconférences fait chacune 1 heure et demie. Donc, on va plus dans le détail que ce que j'ai fait là. La lettre d'actu, je pense qu'elle ne vous intéresse pas spécifiquement. C'est ce qui permet de revoir exactement dans quel décret on trouve quoi et qu'est-ce qui a changé par rapport au décret précédent. Mais je pense que c'est pas forcément, enfin, c'est un peu plus technique. Vous avez les liens vers les textes réglementaires, vous avez le lien vers le guide du CSTB, vers le guide du CEREMA évidemment, et vers les plaquettes d'information qui ont été faites à destination des élus. C'est une plaquette de 4 pages, donc c'est assez synthétique. Elle a été pensée pour les élus. On m'a demandé, et je pense que c'est une bonne idée aussi, de pouvoir la donner aux professeurs ou en tout cas aux occupants des locaux, parce que du coup, ça leur permet de comprendre rapidement quels sont les enjeux et pourquoi on vient leur parler et leur donner des obligations sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre et puis je vais tâcher de répondre dans le chat pour le reste du temps de webinaire. Merci Ambre, c'était extrêmement clair et illustré. Et merci aussi de prendre le temps de répondre aux questions parce que il y en a beaucoup. Et je vais passer la parole à Laetitia Vental pour la partie radon, puisque ça fait partie aussi des obligations de mesure de la qualité de l'air intérieur et que notre région est fortement concernée. Alors, j'essaye de partager.
Ça fonctionne. C'est en plein écran? Non, pas encore. Là, Oui. c'est bon. Alors, du coup, un complément et un focus sur le radon. Du coup, c'est un gaz radioactif hein, qui provient de la désintégration du radium et de l'uranium et du radium qui sont présents dans les sols et les roches, notamment dans notre région. C'est un gaz qui, à l'air libre, va se diluer rapidement, mais qui nous préoccupe parce qu'il peut s'accumuler dans l'air intérieur des bâtiments en atteignant parfois des concentrations élevées. On s'y intéresse parce que ce gaz radioactif est classé par le CIRC comme cancérigène certain pour le poumon depuis 1987. Ce qui veut dire qu'à long terme, inhaler du radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Et cette augmentation va être proportionnelle à notre exposition tout au long de notre vie. Voilà, ce cumul d'exposition. Donc la géologie de notre territoire est un facteur déterminant pour la concentration en radon dans un bâtiment. 53% des communes de la région sont à potentiel radon élevé ou moyen. Donc, pour savoir si sa commune est concernée par un potentiel radon élevé, niveau 3, il suffit d'aller sur la page de l'IRSN. Et puis, on tape le nom de la commune dans la petite barre de recherche et on voit si on est en orange, ça veut dire potentiel radon élevé, niveau 3, ou en rayé moyen, niveau 2, et alors, ou pas du tout concerné, comme une partie du territoire des Pays de la Loire, niveau 1. Ce qui fait que, on va retrouver du radon dans un bâtiment. Donc, il y a la géologie, mais il y a aussi d'autres facteurs comme l'étanchéité entre l'interface sol-bâtiment ou encore le renouvellement de l'air, aération, ventilation et la mise en dépression du bâtiment qui peut exister par des déséquilibres de ventilation. La réglementation sur le radon est assez fournie puisqu'le législateur en 2018 a été obligé de revoir un peu sa copie suite à une directive européenne. Donc, on va trouver des obligations aussi bien dans le Code de la santé publique que dans le Code du travail et dans le Code de l'environnement. Tout ça pour prévenir l'exposition de la population euh, dans les bâtiments, notamment qu'ils soient informés du risque, parce qu'il y a encore une partie de la population pourtant résidant sur des communes à potentiel élevé qui méconnaissent l'existence de ce gaz radioactif et sa concentration potentielle et les moyens surtout pour gérer et chasser ce polluant de l'intérieur. Moi, aujourd'hui, je vais m'attacher à ne parler que de la réglementation Code de la santé publique. Euh, je pense que je pourrais mettre à disposition les outils qui concernent la réglementation Code du travail. Donc, pour le Code de la santé publique, les établissements recevant du public qui sont concernés, ce sont les établissements d'enseignement, les établissements d'accueil collectif d'enfants, et là, bon, on les met tous, les MAM aussi, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, il y a une liste particulière, avec hébergement, établissements thermaux et établissements pénitentiaires. Et donc, on est concerné par la surveillance du radon si on est un de ces ERP et si on est sur une commune à potentiel élevé, c'est-à-dire la zone 3. Comment on fait? Vous voyez ce petit appareil, ça s'appelle un dosimètre. Il existe d'autres dosimètres, mais on va mesurer l'activité volumique du radon avec ce type d'appareil et c'est un organisme agréé qui doit réaliser cette mesure. La liste des organismes agréés, donc c'est l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, qui délivre un agrément. La liste est mise à jour régulièrement, 1 à 2 fois par an, et vous avez là, hop, je ne cliquerai pas moi, mais la liste de tous les organismes agréés.
Cette mesure, elle est réalisée pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'on pose ce petit capteur en période hivernale, entre le 15 septembre et le 30 avril, et 2 mois où on considère qu'il y a une occupation normale des locaux. Il faut qu'il y ait que les occupants soient présents, qu'il y ait une activité. On continue la vie classique, on aère, la ventilation est en marche et le chauffage également. Euh, En France, le niveau de référence euh, à partir duquel il faut agir, c'est une concentration de 300 becquerels par mètre cube. C'est-à-dire qu'au-delà de là, au-delà de cette valeur-là, le gestionnaire de l'établissement devra mettre en œuvre des actions correctives pour revenir en dessous du seuil de 300 becquerels par mètre cube. Alors, je vais juste revenir là sur les ressources. Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour revenir en dessous du niveau de 300 becquerels? Elles vont se faire de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'intéresser, un peu comme on l'a fait sur la qualité de l'air intérieur, en fait, est-ce qu'il est possible d'ouvrir les fenêtres dans toutes les pièces de ce bâtiment? Est-ce que la ventilation fonctionne bien? Est-ce que les entrées d'air sont présentes? Donc, on va commencer par étudier le renouvellement de l'air du bâtiment. Et puis, ben, qu'est-ce qui fait que le radon puisse se passer du sol à notre bâtiment? Donc, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas étanche au niveau de cette interface sol-bâtiment? Et du coup, pour regarder ça, je vous invite à regarder les quelques guides qui traitent de situations particulières sur des travaux possibles, parce que chaque bâtiment va être différent, chaque occupation est différente. Donc, le gestionnaire, une fois qu'il a une valeur supérieure à 300, pourra, avec ces guides-là, se poser les bonnes questions. Euh, et donc, s'il est supérieur à 300 becquerels, donc il a à se poser les bonnes questions et à mettre en œuvre quelques actions simples et à contrôler l'efficacité de ces actions-là ou des travaux qu'il a réalisés. S'il a une valeur supérieure à 1000 becquerels, là, on commence à se dire que la concentration est bien importante et qu'il faut des investigations complémentaires avec une expertise plus poussée et, euh, et du coup mener des travaux de remédiation un peu plus importants. Là, là, je dirais que s'il y a des questions à ce niveau-là de qu'est-ce qu'il faut faire, hein, que ce soit l'Agence régionale de santé ou l'autorité de sûreté nucléaire, on peut être conseil auprès des établissements ERP qui sont un peu perdus dans la gestion de leur situation. Euh, voilà. Est-ce que pas forcément aller visiter le bâtiment, mais reconseiller sur quelle expertise et, euh, et dans combien de temps il faut faire. Donc là, normalement, il y a 3 ans pour réaliser à nouveau une mesure d'efficacité. Chaque fois qu'on va mettre en place une action pour remédier à la présence de radon dans un bâtiment, il faut bien penser à l'hiver prochain refaire une mesure avec un organisme agréé pour contrôler l'efficacité de ces travaux. Et une fois qu'on est en dessous de 300, eh ben, on est tranquille, je dire, pendant 10 ans, puisque on refait un dépistage 10 ans après, simplement. Voilà, j'ai été assez rapide pour laisser du temps aussi sur les questions. Merci Laetitia. Bel esprit de synthèse. Première question. Si on n'est pas dans le seuil 3, dans la niveau 3, zone 3, on ne s'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Ben voilà, c'est ça. Ok. Sauf si on a déjà fait une mesure radon par le passé et qu'on s'en est inquiété une fois, on peut refaire une mesure. Mais non. Je regarde s'il y a d'autres questions. Touc, touc, touc. Je vois pas d'autres questions dans la discussion. Je vais regarder dans les questions-réponses.
Il y a une question de Monsieur Allard là sur la mesure. Est-ce que les organismes agréés font toujours des mesures avec un dosimètre ou est-ce qu'ils peuvent utiliser un appareil à mesure directe? Alors, les organismes agréés, à partir du moment où on leur demande de faire un dépistage de radon, ils doivent utiliser le dosimètre. C'est la norme en fait de mesure. La SN les agrée pour une mesure passive qui incrémente sur 2 mois avec une pose de dosimètre. Quand on est en expertise, on a besoin de comprendre par où le radon peut pénétrer dans le bâtiment. Et là, c'est intéressant pour l'organisme agréé d'utiliser un appareil de mesure instantané, parfois des renifleurs, qu'ils vont mettre au droit d'une fissure, d'un fourreau de passage de câble, pour cibler le type de travaux qu'il faut faire. Donc, pour dépister le radon, on utilise un dosimètre passif 2 mois. Par contre, pour expertiser un bâtiment, un appareil à mesure directe peut être la solution. Merci. Est-ce que tu peux rappeler les dates pour les mesures de radon? Donc, c'est en période hivernale. C'est à partir du 15 septembre jusqu'à, je crois que c'est 30 avril à peu près. Mais donc, il faut avoir relevé le dosimètre à la fin de la période. D'accord, merci. Et donc, cette réglementation, elle est déjà à l'œuvre. Voilà, Ah ouais. c'est une réglementation qui est actuelle. Même question que pour la qualité de l'air intérieur. Dans le cadre d'une association qui occupe des locaux dont la mairie est propriétaire, à qui incombe l'obligation de réaliser la mesure de radon? Bah, c'est toujours au propriétaire, sauf s'il y a une convention entre le gestionnaire et le propriétaire. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que j'ai vu apparaître d'autres questions dans le chat? Donc, j'y retourne. Donc pour les MAM, obligatoire en zone de niveau 3 de faire les mesures à dons, oui. Et tous les ans, est-ce que c'est tous les ans les mesures quand on est... tu peux Non. redire? Alors C'est du coup, on fait la mesure une fois et si on est en dessous de 300 becquerels, on la refait 10 ans après. Et si celle-ci euh, est en dessous de 100 becquerels, au bout de 2 dépistages décennaux, c'est-à-dire on en fait un, on est en dessous de 100, on en fait un deuxième, on est encore en dessous de 100, c'est fini pour la vie du bâtiment. Attention, hein, c'est un peu comme la qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire que si on met en place quelque chose qui va modifier la ventilation du bâtiment, on refait des mesures de radon. On avait une ventilation simple flux, on avait une ventilation toute simple, on fait des travaux d'amélioration énergétique en mettant une double flux. Bah, du coup, on a changé la méthode de ventilation du bâtiment et du coup, on est contraint de revérifier euh, que notre bâtiment ne s'est pas mis à concentrer du radon. Mhm. Merci beaucoup. Alors, je vois que nous avons complètement dépassé la gestion du temps. Néanmoins, si Monsieur Francisco est présent, ce que je ne vous ai pas repéré, si vous êtes bien là, est-ce que vous pouvez lever la main? J'ai cherché. Donc, il y a un onglet en bas, lever la main. Et sinon, Madame Leballet. Nathalie, peut-être aussi pour faire un très bref retour sur bah, vous, quand vous avez passé votre autodiagnostic, en quoi ça vous a conforté ou pas. Si vous pouvez lever la main, que je vous repère plus facilement. Je ne le vois pas dans les participants. Non, non, je, je crains qu'il ait eu un contretemps. Alors, hop. Par contre, il y a Nathalie Leballet.
Euh, qui a réussi à lever la main. Est-ce que c'est pour témoigner C'est ça, et je voudrais lui passer si Laetitia, tu arrives à Ouais, lui... normalement, Madame Le Ballet, vous devez pouvoir parler. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Euh, donc vous avez fait l'autodiagnostic il y a déjà quelques années. En deux mots, avec les souvenirs que vous en avez, est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru, un, compliqué à mettre en œuvre, et deux, qu'est-ce que ça vous a apporté cette démarche? Alors oui, ça fait un petit peu de temps. Donc c'est vrai que quand on a échangé un petit peu pour préparer ce temps, j'essaie déjà de me souvenir de la date, donc je ne sais plus. Mais l'autodiagnostic, il n'est pas compliqué. En fait, il y a le guide hein, qu'il faut suivre au fur et à mesure. Et c'est vrai que nous, il nous a servi à nous poser des questions sur nos pratiques. Donc, sur le bâtiment actuel, on avait un bâtiment neuf hein, qui a 10 ans maintenant, mais à l'époque, il était assez récent. On avait déjà questionné toutes nos pratiques. Donc là, voilà, ça nous a conforté plus dans nos pratiques au quotidien. Et peut-être des petites choses auxquelles on n'avait pas pensé, comme l'utilisation des marqueurs sur les tableaux blancs, quelque chose de très très pratiqué dans les structures petite enfance, ou le fait d'aller refaire des prélèvements, même si on a un bâtiment neuf, avec une double flux, etc. Donc voilà, ça permet de re-questionner. Mais c'est vrai que je pense qu'il est peut-être plus utile sur un bâtiment plus ancien ou auquel la réflexion n'a pas été menée dès la construction du bâtiment, quoi. Oui, parce que non seulement c'est un bâtiment neuf, mais c'est un bâtiment qui a été construit selon justement des critères de qualité de l'air intérieur. C'est ça. Donc en fait, nous, la première démarche, ça a été de faire un bâtiment très intéressant au niveau énergétique. Donc on l'a plutôt beaucoup isolé, donc il est complètement étanche. Donc après, on s'est posé la question de est-ce qu'on va encore respirer dans ce bâtiment complètement étanche? Surtout quand on fait les tests fumigènes, on ne voit plus rien passer, on se dit bah, par où on va respirer? Et après, dans une dimension plus globale, on avait réfléchi aussi voilà, à l'alimentation des enfants, à ce qu'on pouvait leur mettre à disposition comme jouets, aux matériaux qu'on a utilisés pour bah, la peinture, les sols, etc. Donc on était vraiment voilà, dans une dimension globale de santé, de prévention de santé des enfants. Mhm. Mhm. Donc, ça a été avec, quoi. Mhm. Après, ce que je trouve très important, c'est d'associer vraiment les équipes à toutes les réflexions. Parce qu'en fait, c'est aussi, voilà, après, comment on vit dans le bâtiment, comment on utilise les choses. Il faut pas que ça s'essouffle. Parce qu'après, si on amène, je sais pas moi, des jeux en plastique, si on repeint tout avec des peintures plein de solvants, enfin voilà, on peut tout très vite abîmer, quoi. Mhm. Oui, ce que vous me disiez, c'est qu'effectivement, la démarche d'accompagnement des équipes était importante. Notamment, vous avez choisi une technique de nettoyage sans chimie, hein. Je crois que c'est la vapeur de mémoire. Oui, on a la vapeur depuis quelques années et avant on avait des produits, mais on avait déjà réfléchi à utiliser moins de produits, à laver tout simplement à l'eau et aussi à bah, faire le ménage quand les enfants sont pas présents et à toujours ventiler. Enfin voilà, c'est des habitudes de travail qui ont changé, mais oui, il faut accompagner du coup les équipes à ces changements. Mhm. Et cette démarche d'autodiagnostic, elle a permis cet accompagnement ou c'était réalisé de toute façon avant? Nous, c'était fait avant. Ça avait D'accord, déjà été fait avant. d'accord. Très bien. Est-ce que vous auriez, sur cette dimension qualité de l'air intérieur, est-ce que vous avez autre chose que vous voulez faire remonter et partager aux personnes présentes? Écoutez, non. Par contre, je veux bien répondre s'il y a des questions aussi, mais c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas autre chose qui me vient en tête. Alors, je regarde s'il y a des questions. Et puis, ça peut être des questions ou des commentaires aussi Oui, d'autres structures conduit, qui ont conduit des démarches d'autodiagnostic. Je regarde, non, mais il faut dire qu'on a un petit peu dépassé le délai, les horaires. Euh,
Du coup, je vous remercie beaucoup, Madame Le Ballet. Euh, je remercie l'ensemble des participants, évidemment Ambre et Laetitia. Je vous indique qu'il y aura, donc, comme je le disais, un replay, un dossier documentaire associé à ce replay. Et je vous adresserai aussi un email afin que vous puissiez faire un retour d'évaluation. Laetitia, Ambre, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Pas spécialement. Non. Non, de bien penser radon et qualité de l'air intérieur ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. D'avancer sur les deux sujets en même temps, c'est pertinent. Mm. Mais je peux y penser, oui, dans les rénovations énergétiques, parce qu'elles ne vont pas toujours être des rénovations lourdes et qui rentrent dans le cadre des obligations, mais en général, dès qu'on touche des menuiseries ou des choses comme ça a un impact réel sur le radon et sur le QI. Mm. Très bien, merci beaucoup. Et puis, sur des thématiques qu'on aura pu évoquer à l'occasion de ce webinaire, je vous signale aussi que sur le site de la mutualité, vous pourrez retrouver des choses plus thématiques sur, par exemple, l'éco-nettoyage, sur les allergies, sur les effets sanitaires de la qualité de l'air intérieur qui ont été rapidement évoqués en introduction. Je vous remercie encore et je vous prie de m'excuser pour le retard lié à des problèmes techniques et encore merci d'avoir assuré du coup l'introduction de ce webinaire.